Salut à tous et bienvenue dans notre premier podcast de l'été. C'est un nouveau concept qui n'en est pas vraiment un, mais voilà. Voilà, c'est juste des podcasts, mais en été. Du coup, podcast de et l'été. on s'est creusé pour trouver ce nom quand même. Bah, franchement, ouais, je pense que le nom, c'est le point culminant de notre réflexion. C'est le summum de notre créativité. Hein. C'est ça. Donc aujourd'hui, le thème, c'est quoi ? C'est est-ce que tout le monde peut faire de la musique ? Ouais. Alors, est-ce que tu veux répondre par oui ou par non déjà ? Après, on développera. La réponse est oui, je pense. Voilà, c'est pas un secret. Je pense que tout le monde peut se lancer dans la musique. Tout le monde peut faire de la musique. Je pense que c'est quelque chose qui est très accessible à l'heure actuelle, hein, la musique finalement. Donc je vais répondre oui. Eh ben, je prends note de ta réponse et moi je vais répondre oui aussi, avec certaines nuances. Oui, bah, y a évidemment toujours des nuances, évidemment. Donc moi je pense que tout le monde peut essayer de faire de la musique, que c'est à la portée de tous et qu'en tout cas tous ceux qui ont envie doivent le faire. Ouais. Il faut pas avoir peur parce que maintenant il y a vraiment un tas d'outils qui permettent de faire ça de façon assez simple, en tout cas pour démarrer. Il existe des samples, des boucles toutes faites où il y a plus qu'à empiler. Et c'est une première étape de création finalement. Ouais, carrément. Faire des compositions avec des samples. Ça marche très bien hein, au début et même plus tard si vous voulez. Il y a des samples que vous pouvez acheter, il y a des samples libres de droit qu'on peut utiliser et tout. Franchement, ça marche. Bien sûr que ça fonctionne. Alors, avant de continuer, on va peut-être parler de ce qu'il faut avoir comme matériel pour démarrer. En fait, il ne faut pas grand-chose. Alors, pour vraiment démarrer, juste un ordi, c'est presque assez en fait. Hein. Moi, je pense, c'est ma réponse, c'est simplement un ordi et franchement, vous pouvez démarrer. Après, évidemment, il y a le matériel de base qu'on expliquera tout à l'heure, qui c'est mieux si on l'a, mais vraiment, avec simplement un ordi, on sait faire des choses déjà. Ouais, alors vous allez galérer, mais vous pouvez faire des choses quand même. C'est pas un problème. Donc si vous avez un ordi, vous pouvez y aller, quoi. Mais galérer, ça dépend quoi, hein, parce qu'encore une fois, pour moi, créer de la musique, ça peut être simplement, comme je disais tout à l'heure, empiler des choses qui existent déjà. Ouais. Et ça, il ne faut pas vraiment beaucoup de matériel pour le faire. Après, l'étape d'après, évidemment, c'est de créer vraiment ses propres petits patterns, etc. Tout à fait. Mais ici, on a des clients notamment qui composent à base de samples, des trucs comme ça. C'est déjà arrivé et franchement, voilà, ça passe assez bien. Hein, franchement, ça se fait, quoi. Voilà. Donc, par contre, il faut commencer sur un programme. Moi, je conseille toujours à celui qui ne connaît que dalle en musique, mais vraiment qui ne connaît que dalle, de prendre un logiciel hyper simple. J'ai plusieurs fois conseillé GarageBand, par exemple, sur Mac, qui est assez simple, qui permet il y a une bibliothèque de loops, on glisse les loops dedans. Franchement, pour les débutants, les ados, etc., c'est assez bien. Ouais, GarageBand, c'est vraiment très pensé pour les débutants de la musique, en fait. C'est même très pensé pour être ce qu'on appelle end user, donc pas pour les professionnels, pour les gens qui font ça pour leur passion ou quelque chose comme ça. Donc ouais, c'est un assez bon truc pour commencer. C'est vite limité, comme tous les programmes gratuits, évidemment. Mais si vous voulez commencer sur un programme gratuit, c'est un assez bon programme gratuit, en tout cas. Et toi, tu conseillerais quel programme pour débuter ? Je crois que je conseillerais le même, a priori. Je réfléchis aux autres versions gratuites des autres programmes qu'on peut avoir. En fait, moi, je conseillerais n'importe quel programme qui est gratuit. C'est-à-dire la version gratuite des programmes haut de gamme, quoi. Mais de toute façon, de façon générale, moi, je vous conseille toujours de regarder un petit peu ce qui se fait au niveau des séquenceurs, des DAW, et de voir un petit peu lequel vous convient le mieux, quoi. Il ne faut pas trop se laisser influencer par le fait que telle ou telle personne que vous connaissez utilise tel ou tel DAW. Des fois, la façon de travailler d'un DAW ne va pas vous convenir, alors qu'un autre vous aurait convenu. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des versions gratuites, n'hésitez même pas à les essayer, en fait, juste 1 heure ou 2 pour voir ce qui vous convient le mieux et choisir ça, quoi, finalement. D'ailleurs, on va pas en parler plus longuement des DAW parce qu'il y aura un épisode on va faire un podcast de l'été qui sera consacré là-dessus, donc allez l'écouter quand il sera dispo. Quand il sera disponible. Mais on va faire tout un épisode là-dessus, donc on va comparer tous les DAW, etc., quoi. Ouais. Donc une fois qu'on a son ordinateur et son DAW, on peut démarrer. On peut carrément déjà démarrer. Alors, moi, je conseillerais quand même d'avoir au moins un casque avec ou un truc pour écouter quand même de façon correcte, parce que si vous faites ça sur les haut-parleurs de votre ordinateur, vous allez vite faire des choses bizarres. Explique un peu, c'est quoi le problème des haut-parleurs d'ordinateur ? Parce que, en fait, je pense que beaucoup de monde savent qu'il y a un problème, mais ne comprennent pas pourquoi. Alors, explique un peu en 2 mots. Déjà, il n'y a pas de basse. Voilà.
Ça, c'est vraiment Ça, c'est le gros problème, quoi. Il n'y a pas de basse. Et si vous n'entendez pas les basses de ce que vous faites, ça va être compliqué. Il manque les fondations, quoi. finalement. C'est ça, ouais. Donc ça va être très très compliqué. Et surtout, sur certains ordi, il n'y a même pas de stéréo, en fait. Sur certains baffles. Alors maintenant, on émule de la stéréo, la plupart en font, etc. Mais si vous avez un ordi pas tout jeune ou quoi, il est possible qu'il n'y ait pas de stéréo sur votre ordinateur laptop. Après, si vous avez des baffles d'ordi accrochés à un ordi, une tour, ça c'est encore différent, évidemment. Ouais, mais même les baffes d'ordi, ça n'y a pas de basse non plus. Ouais, c'est toujours dégueulasse au niveau des basses, évidemment. Ouais. Et puis même, les fréquences sont vraiment... le rendu est très bizarre. Hein, mais le rendu n'est pas du tout le même. Mais en fait, c'est pas travaillé pour avoir un bon son, on va dire ça comme ça. C'est travaillé pour avoir un son écoutable, quoi. Donc, c'est pas la même démarche que quand on a des moniteurs de studio ou un casque de studio, etc. Donc je conseille quand même d'avoir une écoute un minimum bonne avec un casque de studio, ça coûte pas si cher que ça. Donc c'est quand même un truc qui me semble assez essentiel, quoi. Une gamme de prix pour un casque de studio ? Ouais, entre 100 et 150 euros. Il y a moyen d'avoir moins, mais ça commence à faire léger si on met moins. Le casque que je conseille souvent, c'est celui qu'on a ici, le DT770. Le DT770 que tout le monde utilise. Ouais, c'est vraiment le truc qu'on voit partout. En radio, en studio. Il coûte 120 euros. Voilà. Et ce casque, il est génial. On a l'impression que tout est mixé dedans. Ouais, moi je l'utilise aussi chez moi. Il est vraiment très cool. J'utilise depuis toujours. Il est vraiment cool, le DT770. Sinon, il y a les Sennheiser aussi, que beaucoup d'ingénieurs du son aiment beaucoup. Le Sennheiser HD25. Ouais. Ils ont sorti même une nouvelle version récemment qui est assez bonne à ce qui paraît. Celui-là coûte un peu plus cher, il est aux alentours de 150. Il y a aussi le Sony HD je sais plus quoi qui était assez bon aussi. Je sais pas s'ils le font toujours, parce que Sony ils font des trucs dans le pro audio, mais plus trop quand même. Et il était quand même assez bon aussi, il coûtait aussi 120 euros. Et maintenant, si vous avez un casque chez vous et que pour commencer, c'est bien aussi, prenez celui que vous avez chez vous. Hein. Ouais, bien sûr. Ça sera de toute façon meilleur que les enceintes de l'ordinateur. Le casque, ça sera de toute façon meilleur que vos enceintes. Et même, limite, j'ai envie de dire, prenez vos oreillettes si vous avez vraiment rien d'autre, mais pas l'ordinateur, quoi. Ouais. Alors les oreillettes, ça risque de manquer de basse aussi selon les oreillettes que vous avez. Si vous avez des AirPods, il y a peut-être moyen. Mais moi, j'écoute pas mal de choses sur mes AirPods. Des vérifs de mix, je le fais toujours dans les AirPods aussi, en plus du studio. Ouais, mais c'est très mid, j'imagine. Ouais, mais ça donne... En fait, il faut savoir que la plupart des gens écoutent quand même avec ça. Ouais, c'est ça, bien sûr. Donc, ouais, bien sûr. Donc, c'est pas terrible de mixer. Il y a quand même des graves là-dedans par rapport à l'ordi. Ça a rien J'ai à pas voir, trop écouté les AirPods, mais voilà. Après, ça coûte plus cher qu'un casque de mix, quoi. Donc, évidemment, ouais. Ça coûte mais plus cher celui qui en a déjà, dessus. je veux dire. Celui qui en a déjà peut utiliser. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le troisième achat. Maintenant, on n'a pas parlé, mais ce qui est vraiment bien, c'est aussi d'avoir une carte son externe, évidemment. Ouais, alors avoir une carte son, ça permet d'enregistrer des trucs. Donc ça, c'est voilà. quand même Si vous voulez brancher un micro, un SAT, n'importe quoi, même des platines, celui qui est un peu DJ ou quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. À partir du moment où vous voulez enregistrer quelque chose qui n'est pas du logiciel, donc qui n'est pas un plugin, qui n'est pas du MIDI, quoi, obligatoirement, vous allez devoir vous retrouver avec une carte son, quoi. Voilà. Et après, les cartes son, il y a dans toutes les gammes, dans tous les prix. Ça, c'est un peu vous qui voyez ce que vous avez besoin. Ouais, mais pour débuter, ça commence à vraiment pas cher. Hein. Vraiment pas cher, non. T'as les prix en tête comme ça hein. Bah ouais, il y en a qui coûtent 50 euros et voilà. c'est clairement, ça peut faire le taf, quoi. 50 euros, franchement. Pour à 150 euros, on a déjà la Scarlett de chez Focusrite que tous les débutants ont et qui marche très bien. Il y a combien d'entrées dans celle-là ? C'est la 2 entrées, ça. Ouais, il y a 2 entrées, c'est voilà. ça. Parce que la Scarlett existe en plusieurs modèles. La Scarlett existe en plusieurs modèles. Elle existe même en une seule entrée, elle coûte un peu moins cher, elle coûte une centaine d'euros à la place de 150. Par contre, si vous avez 6 ans de garçon, moi je vous conseille d'investir directement dans une double entrée. Ouais. Parce que une entrée, c'est pas beaucoup. Hein. Vous voulez enregistrer un truc stéréo, vous êtes déjà foutu, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, mon minimum vraiment, c'est 4 entrées, mais c'est parce que moi, c'est mon métier, quoi. Donc forcément. Ouais, mais c'est pas ce que je conseille aux débutants. Mais ouais, 2 entrées, c'est déjà pas mal. Très très bien. On sait déjà faire à peu près tout ce qu'on veut avec ça. En tout cas pour démarrer, quoi. Voilà, une fois qu'on a ça, après c'est du luxe, tout le reste, hein, les enceintes évidemment pour écouter correctement. Ouais, mais ça c'est vraiment du luxe pour le coup, les enceintes. Si vous avez déjà un bon casque, c'est déjà très bien, et les enceintes, ça vient vraiment si vous faites ça beaucoup plus professionnellement, quoi, déjà. Voilà, maintenant c'est aussi un confort. Hein. Moi, je n'aime pas trop tout le temps écouter au casque, je le fais rarement. Ouais, alors moi qui ai été obligé d'écouter au casque pendant très longtemps, ça me gêne pas plus que ça. Mais c'est vrai que les enceintes, c'est assez confortable. Alors attention, par contre, c'est quand on mixe pour les premières fois sur des enceintes, c'est tellement différent du casque qu'il faut toujours rechecker vos casques de toute façon ce que vous avez fait pour être sûr que vous n'avez pas fait n'importe quoi. Et au bout d'un moment, on s'habitue évidemment. Mais il y a toujours, quand on mixe sur des enceintes, quand on fait de la composition sur les enceintes, c'est toujours mieux de réécouter quelque part qu'on connaît bien pour être sûr que ça colle à ce qu'on a l'habitude d'entendre, quoi. C'est ça. Petite astuce. Ouais, c'est ça. Et le dernier truc
qui est bien, c'est évidemment d'acheter un contrôleur MIDI, un clavier MIDI ou un truc comme ça. Ouais, alors moi je mets ça même avant les enceintes, hein. Franchement je pense que c'est plus utile d'avoir un clavier MIDI que des enceintes, parce que du coup le clavier MIDI ça vous permet d'aller déjà beaucoup plus vite, et ça vous permet des choses créatives qu'on peut pas forcément se permettre quand on programme à la souris. Et même chose, il existe des modèles et qui coûtent rien du tout, d'une octave et demie, qui font vraiment l'affaire au tout début pour démarrer. Ouais, clairement. Un des plus répandus, c'est le Akai MPK 3 Mini, un truc comme ça, et il coûte 100 €, quoi. Franchement, je crois qu'il y en a même des moins chers que ça, tu sais. Ah oui, il y en a carrément des moins chers. Il y a un LS6. Écoutez, on a fait une vidéo là-dessus, je vous mets l'affiche si j'y pense. Je vais le noter. On a fait une vidéo sur les claviers, et je me souviens qu'il y avait un LS6 à 50 €, et franchement, il avait l'air de faire le travail de fou, quoi. C'est à 50 €, franchement, je crois que c'est le meilleur rapport qualité-prix que j'ai vu dans la vidéo. Alors à mon avis, il doit être. Je l'ai pas touché moi-même. J'ai juste regardé des vidéos de comment il fonctionnait et tout ça. La touche doit être ultra plastique et à mon avis, il doit pas survivre une dizaine d'années, hein. Je pense vraiment que. Mais c'est pas le but. Qu'il fait 5-6 ans et puis il meurt, quoi. Mais c'est pas du tout le but. Voilà, il coûte 50 €. C'est rien du tout, quoi. Et pour commencer, c'est vraiment très bien, quoi. Voilà. Et si même, moi j'ai commencé avec. Un SAAT que j'avais chez moi qui avait une sortie MIDI, ça suffit, hein. Vous achetez un câble MIDI USB et c'est bon, quoi. Carrément pareil pour moi en fait. Moi j'ai acheté une sorte en fait je voulais apprendre le piano, donc j'ai acheté un bête piano électrique qui est avec même des leçons dedans, tu sais, les vieux trucs dégueulasses. C'est vraiment tout nul, quoi. C'est un truc Fame, vraiment tout nul. Mais un des points principaux que je voulais quand je l'ai acheté, c'est qu'il y avait une sortie MIDI à l'extérieur, à l'arrière. Et du coup ça c'est vraiment directement, je me suis dit ok, il me faut au moins une sortie à l'extérieur. MIDI. T'as déjà vu des sorties MIDI à l'intérieur, c'est pas très pratique, hein. Excuse-moi, je me suis auto-corrigé en disant à l'arrière juste après, mais c'est vrai qu'à l'extérieur c'est un peu bizarre. S'il faut démonter ton clavier pour aller brancher ta fiche, ouais, c'est un peu chiant, c'est un peu chiant. Ouais, non, franchement, et du coup, quand je cherchais un truc comme ça pour apprendre mon petit piano, je voulais vraiment une fiche MIDI à l'arrière. Et j'ai utilisé ce truc-là je l'utilise toujours en fait. J'utilise toujours ce truc-là, c'est un vieux clavier Fame ultra plastique, je l'ai payé 100 € et ça fait vraiment ça fait le café, hein, vraiment ça fait le café. Donc en gros, si je résume un peu tout ça, utilisez tout le matériel que vous avez déjà chez vous. Il y a peut-être des choses que vous avez déjà. L'ordinateur, je suis sûr que vous l'avez. Le dos, on peut pas le dire, mais commencez par un truc gratuit et voilà, et plus si affinité. Un truc gratuit. Un truc gratuit. Commencez par ça, on a tous commencé par ça. Ensuite, la carte son, peut-être pas que vous l'avez, mais voilà, c'est peut-être le seul investissement qu'il faudra faire. Casque, si vous avez des écouteurs ou un casque, commencez avec ça. Clavier MIDI, si vous avez, comme on avait dit déjà, ça a été qui traîne, même un truc Casio, tant qu'il y a des fiches MIDI derrière, ça marche aussi. Donc il y a vraiment très peu d'investissement pour se lancer. Et en plus, c'est même pas indispensable, certaines des choses, comme on vous a dit tout à l'heure. Donc vraiment, il y a moyen de faire ça pour quasi rien, en fait. Bah oui, carrément. C'est pour démarrer. Après, une fois que vous êtes lancé, vous allez vous-même avoir envie d'améliorer votre matos et d'essayer des nouvelles choses, etc. Totalement. Évidemment, si vous avez une carte son, le mieux c'est aussi d'acheter un micro, hein, sinon vous n'aurez pas très loin avec votre carte son sans micro. Mais évidemment, de nouveau, les micros, il y a moyen d'en trouver des pas chers, notamment le SM57 qui sert à faire tout, absolument tout, et il coûte moins de 100 €, il coûte 99 €. D'accord, ça c'est si tu veux garder une bonne qualité, mais pour démarrer, tu pourrais même commencer avec un micro à 30 €. Ouais, carrément, voilà. bien sûr. Faites pas trop attention au début à la qualité. La petite anecdote, donc ici on est au studio Bluemix, qui est le studio que j'ai créé, et on a commencé ici avec du Behringer pourri au début, et chaque fois qu'on avait des nouveaux clients, on prenait l'argent, on allait acheter du matos c'est pour le remplacer. Hein. C'est carrément comme ça qu'on commence. Hein. Et donc faites avec les moyens du bord, quoi. Ouais, vraiment. Carrément. Et c'est ça aussi que je disais au début de ce podcast, c'est que la musique n'a jamais été aussi accessible que maintenant, en fait. Littéralement, quelqu'un qui a envie de faire de la musique, il peut directement se lancer, en fait. C'est vraiment même pas compliqué. Donc juste si vous avez envie, faites-le. Et à partir de là, je pense que tout le monde qui en a envie et qui est passionné par ça va pouvoir faire de la musique, en fait. Voilà. Alors, la grande autre question, c'est est-ce qu'il faut connaître la musique pour faire de la musique ? Eh ben, je vais répondre non, mais quand même un peu. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé avec aucune base théorique musicale, et en connaissant un peu plus de théorie musicale au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ça a quand même amélioré la qualité de ce que je faisais. Hein. Pas parce que je suivais les règles, mais parce que je comprenais mieux ce qui allait pas dans ce que je faisais, en fait. Des fois, je me dis, c'est marrant, ça va pas, c'est bizarre. Et là, je comprends mieux les erreurs que je faisais. Du coup, ça me permet de m'améliorer aussi. Et même, ça permet plein de trucs, en fait, de connaître ma théorie musicale. Ça permet de démarrer si on n'a pas d'inspiration. Ça permet de faire plein de choses. Moi, je pense
qu'en fait, il faut pas du tout connaître la musique pour se lancer. Non, Vraiment pour se lancer, pas. faut vraiment pas. Faut vraiment pas. Maintenant, comme tu dis, le fait de connaître après certaines règles et la théorie et tout ça, ça permet de mieux comprendre quand ça marche et quand ça marche pas, parce qu'au tout début, vous allez voir, vous allez tester plein de trucs, il y a plein de trucs qui vont pas fonctionner, Bien vous sûr. allez trouver moche, puis vous allez dire mais comment ça se fait que ça ne sonne pas, ou parfois votre truc sera fini, vous adorez, mais il y a un truc qui vous dérange, vous savez pas dire quoi. Et en Ouais. fait, tout est explicable souvent par la théorie. Et quand je parle de théorie, c'est au sens large. Hein, c'est aussi bien la théorie musicale que la théorie, notamment dans le mixage, tout ce qui est fréquence et tout ce genre Ouais, de carrément, ouais, c'est ça. trucs. Comprendre ce qu'on fait, ça permet vraiment d'aller plus vite et de s'améliorer. Ça permet d'aller beaucoup plus vite. Au niveau productivité, franchement, connaître la musique, ça aide vraiment pas mal. Mais Et c'est moi, pas indispensable pour Mais commencer. non, alors Vraiment. j'ai vraiment commencé sans ça et je m'en suis tiré pendant un moment Voilà. sans ça. Franchement, c'était. Évidemment, je me suis amélioré en connaissant de nouveau, hein, mais Faites-le à l'intuition au début, vraiment. voilà, l'intuition, ça marche déjà très bien. Il y a des gens qui font des trucs fous à l'intuition. Hein. Il y a des gens qui connaissent rien du tout et qui sont vraiment très doués à l'intuition. Je pense notamment au youtubeur Joyka, il s'y connaît très très peu en musique et pourtant quand il fait des beats, franchement, ça passe vraiment très bien, quoi. Donc, n'hésitez pas, quoi. Voilà. Par contre, n'hésitez pas à essayer de comprendre comment fonctionne, comment ont été créées d'autres choses. Ça aide aussi pas mal, en fait. Ouais. En fait, je pense que les gens doués, ils ont un esprit d'analyse Ouais, je pense aussi. Ouais. assez développé, finalement. L'esprit d'analyse, c'est assez important dans la musique, en effet. Ouais. Et c'est comme partout, hein, si vous êtes doué en cuisine, c'est parce que vous arrivez à extrapoler dans un plat comment ça a été fait, finalement. C'est ça, Pour les pouvoir, associations qui voilà. vont bien ensemble, et ce genre de choses. Ouais, Eh ben, carrément. c'est exactement pareil en musique, en fait. Ouais, la musique est souvent comparée à la cuisine, hein. Ça se ressemble quand même pas mal dans certains points. Je voulais rajouter quelque chose, puis voilà, c'est passé. Hop. Je sais pas trop, ça va peut-être revenir, je sais pas. Ou alors c'est que c'était pas très important. Raconte-nous un peu, on va finir peut-être là-dessus, comment toi tu as commencé la musique. Ouais, moi j'ai commencé, j'avais 13 ans, je crois. Je commençais assez tard en fait, hein, par rapport à d'autres personnes. Souvent la musique, on s'y intéresse déjà quand on est très très jeune. Souvent c'est les parents qui nous mettent au solfège et puis ça accroche ou ça accroche pas, quoi. Moi mes parents ne m'ont pas du tout mis au solfège et je pense pas que j'aurais eu la patience de faire ça quand j'étais enfant. Et déjà, est-ce que tu es dans une famille de musiciens, toi? Parce que ça Pas du change tout. aussi. Pas du tout. Il n'y a pas un seul, j'ai pas un seul membre de ma famille autre que ma sœur qui a commencé un peu avant moi la musique, qui fait de la musique en fait. Elle fait quoi, elle? Elle fait de la guitare. Ah ouais. Guitare acoustique ou guitare électrique? Acoustique. Ah ouais. Voilà. Et du coup voilà, non, en fait, j'ai pas du tout été porté par les gens qui m'entouraient au niveau de la musique. En fait, c'est pour ça que peut-être aussi que je me suis intéressé tard, j'en sais rien. Je me souviens que j'avais un voisin qui faisait du piano, ça m'impressionnait de fou quand j'avais 8 ans, mais à part être impressionné, Donc je c'est à faisais deux pas. vraiment que... C'est à deux vraiment que je me suis dit, à deux on se cherche un peu et la musique c'est quelque chose Vas-y, que j'ai. couche-toi, on va te psychanalyser. Voilà, c'est ça. Et je me suis retrouvé dans une classe où il y avait beaucoup de gens qui appréciaient la musique en école secondaire et je me suis intéressé à ça. J'ai beaucoup commencé à écouter de musique et tout et j'ai voulu en faire un peu par la suite. Et t'as commencé par quoi? Parce que tu dis j'ai voulu en faire, mais t'as fait quoi pour J'ai commencé par apprendre la basse. Ok. Voilà. Donc j'ai acheté une basse et j'ai commencé. Dans ta la chambre tout seul ou dans un groupe déjà? Alors c'est très marrant parce que sans avoir de basse déjà, j'avais déjà des propositions de gens qui me voulaient dans leur groupe parce que les bassistes c'est quand même assez rare, l'air de rien quand on est à deux. Enfin tout le monde veut faire de la guitare en fait un peu, donc du coup les bassistes c'est quand même assez rare. Mais du coup j'ai commencé tout seul avec un professeur quand même. Donc j'ai quelqu'un qui est venu m'apprendre comment on utilisait l'instrument et tout. Et à partir de là, je me suis retrouvé dans un groupe et j'ai évolué comme ça. J'ai appris un peu de guitare de mon côté en autodidacte, mais ça se ressemble très fort à la basse et la guitare finalement au niveau des bases, donc c'était pas trop compliqué. Et voilà, le reste, ça s'est développé au fur et à mesure du temps, quoi. Et c'est quoi le switch parce que il y a plein de jeunes qui font de la musique dans leur garage. Et quel est le switch qui t'a fait passer toi au niveau pro finalement? Ouais, c'est le fait d'avoir un groupe en fait. C'est le fait d'avoir un groupe et on faisait beaucoup de scènes, on faisait beaucoup de répétitions, on était hyper impliqués dans le groupe, vraiment tous les dimanches on allait répéter, on répétait 3-4 heures. Aussi, c'était tous les dimanches. Bah oui, les dimanches. Nous on répétait 5 heures, truc de dingue quoi. J'ai jamais vu une répétition aussi longue. Ah ouais, c'est quand même beaucoup. Nous on commençait à 14 et on finissait vers 18 quoi. Ouais. Voilà, et du coup, mais on était vraiment super impliqués, on s'appliquait de fou, je répétais chez moi tout seul pour apprendre les chansons et tout, pour arriver à la répète bien préparée. On faisait des concerts, vraiment beaucoup de concerts, dans des endroits des fois on avait 3 spectateurs
amateurs, mais on s'en foutait quoi. On faisait concert, c'était fun. Et c'est vraiment ça qui m'a lancé là-dedans. En fait, on avait vraiment envie que le groupe y réussisse et on a vraiment tenté plein de trucs pour que ça fonctionne. Et on arrivait à un certain niveau. On allait jouer au Bruxelles Summer Festival même à l'époque, mais ça s'est pas fait finalement. Enfin bref. Et du coup, c'est un peu ça qui m'a donné envie de. En fait, on a enregistré un EP et j'ai vu comment ça fonctionnait, ça m'a intéressé. J'ai eu envie de faire ça. J'ai eu envie de faire ingénieur du son. Voilà. Pour la petite histoire. Et donc, tu es devenu. Mais ça, tu nous parles de l'ingénieur du son, mais comment t'en es venu à la création musicale finalement ? Ah ouais, bah ça c'est parce que dans le groupe on composait nos chansons en fait. Ouais, mais composition de groupe et composition sur ordi, il y a un monde aussi entre les deux. Ouais, comment t'es passé sur l'ordi ? Bah en fait j'ai fait ça directement sur l'ordi parce que j'utilisais un programme que vous connaissez peut-être si vous avez à peu près mon âge dans la vingtaine. Ouais, Guitar Pro exactement. J'ai commencé sur Guitar Pro en fait. Et donc je mettais mes petites notes sur Guitar Pro comme ça sans y connaître que dalle à la musique, je comprenais pas la moitié de ce que je faisais, genre les silences, des trucs comme ça, c'est à force tu vois d'utiliser. D'ailleurs ça m'a appris de la théorie musicale ce truc. C'est totalement fou. Les bases de théorie musicale, je les ai appris. Merci Guitar Pro. Ouais, c'est ça, en essayant d'utiliser Guitar Pro parce que des trucs que je savais pas comment. Enfin, je veux dire, je veux faire ça, mais j'y arrive pas. Du coup, je regardais comment on faisait et tout. Et ça m'a appris un peu de théorie musicale. Et du coup, j'ai commencé sur ordi en fait. J'ai fait de la MAO vraiment très vite. Ouais, c'est ça, avant d'en faire. Très vite, quoi. C'est ça. Et du coup, j'avais l'habitude. Hein, voilà, donc composer, c'est vrai que. C'est venu comme ça. Nous, nos compositions de groupe, on les faisait comme ça. Chacun faisait sa composition sur Guitar Pro, on se l'envoyait, on changeait quelques trucs là ou là, et puis on répétait, et on apprenait notre partition, on répétait, et voilà quoi. Ok, ben voilà. Et toi, alors du coup, comment as-tu commencé à faire de la musique ? Finissons là-dessus. Ah, alors moi, c'est un parcours un peu différent du tien. Donc moi, mon père était guitariste de bal. Il jouait pratiquement toutes les semaines, les week-ends. Il répétait toutes les semaines aussi chez moi. Donc, quand j'étais bébé, je m'endormais à côté de l'enceinte, tu vois. Ouais. Et puis, vers 3-4 ans, je voulais faire de la batterie. Et puis, mon père m'a inscrit dans un cours d'éveil musical, mais spécialement batterie. Mais en fait, ça m'a complètement découragé. C'était du bricolage, quoi. Moi, je voulais jouer, quoi. Ouais, ok. Là, on apprenait à construire des baguettes, quoi. En fait, tu vois. Ah ouais, c'est très bizarre. Donc, du coup, j'ai failli arrêter une première fois. Et puis, finalement, vers 7 ans, mon père m'a réinscrit à l'académie parce que je voulais quand même faire ça. Et là, après 1 an d'académie, j'ai dit je veux faire prof de percu plus tard. J'ai jamais arrêté. Déjà à 8 ans, tu avais cette idée-là, quoi. Donc à 12 ans, je suis rentré en humanité musicale. Donc tu rentres à l'école secondaire où la musique compte pour ton option. Ouais. Je suis rentré au conservatoire la première fois à 15 ans. Donc, le conservatoire, c'est l'étude supérieure. Et j'ai fait qu'1 an parce qu'avec les études secondaires, etc., c'était pénible. Ouais. J'ai mon premier groupe de rock plus ou moins à cette période-là aussi. Et j'ai commencé à bidouiller, pareil que pour toi. En fait, je bidouillais déjà chez moi quand j'ai eu mon premier ordinateur avec les programmes musicaux. Ça m'intéressait. Ouais. Je faisais du MIDI avec mon CAT, quoi. Et puis, pour le groupe rock, on avait un gars qui avait acheté du matos qui n'y connaissait que dalle, mais le père de la bassiste, en fait, avait carrément construit un studio pour nous, tu vois. Ah ouais, et comme il n'y connaissait rien, moi, que ça m'intéressait à mort, il me permettait de prendre du matos chez moi, de l'étudier avec le mode d'emploi, tu vois, de savoir comment ça marchait. J'ai commencé comme ça. Et puis, c'est vers 16 ans, je me suis dit, je vais faire prof de percu, mais je vais aussi travailler dans un studio d'enregistrement parce que ça m'intéresse trop la partie enregistrement, finalement, et création, quoi. Ça, je comprends très bien. Et puis, je suis rentré au conservatoire vraiment pour de vrai à 18 ans, études supérieures. J'ai rencontré un gars qui s'appelle Philippe Navarre, qui avait un studio à Charleroi, qui était mon accompagnateur piano pour la percu, parce que j'ai fait percu au conservatoire, qui avait un studio et qui était l'ancien studio de Plastic Bertrand, figure-toi, pour la petite anecdote. Histoire folle. Et donc il m'a dit, on a discuté, et puis il me disait, ça t'intéresse les studios, si tu veux, passe une fois dans mon studio, on discutera et tout ça. Je suis passé, il m'a dit, tu veux pas venir apprendre ici ? Je lui ai dit, si, bien sûr. Et puis j'ai travaillé là 2-3 ans. J'ai appris pas mal de choses, j'ai côtoyé plein de gens super, j'ai fait des jingles pour RTL, enfin des trucs, des gros bazars aussi là-bas. Incroyable. Et puis c'est beaucoup de musique classique et beaucoup de gros projets, mais pas de la musique qui moi m'interpellait le plus. Et finalement je me suis dit j'ai envie d'ouvrir mon truc, et donc j'ai ouvert assez tôt, j'avais
je fais quoi, 23 ans, j'ai ouvert le studio Blue Mix dans lequel on est aujourd'hui. Dans lequel on est toujours, donc finalement, Voilà. ça a bien fini tout ça. Voilà, et donc j'ai commencé dans ma cave chez mes parents à 15 ans à bidouiller avec mon premier ordi et mon SAT aussi que j'avais. C'était un SAT keyboard, quoi. Je sais pas si tu vois la différence entre un SAT et un keyboard. Les keyboards, c'est à gauche, tu peux plaquer des accords et ça te met des rythmes automatiques, quoi. Mais j'ai commencé à utiliser ça comme clavier MIDI finalement. Et puis j'ai acheté mes premières cartes son qui étaient des petites cartes son ridicules, quoi. J'ai économisé, j'ai acheté une grosse carte son 8 entrées, je ne sais même plus la marque, c'est un truc qui n'existe plus, je crois. Enfin, petit à petit, voilà. Après, j'ai acheté ma première licence Cubase, j'ai travaillé pendant 15 ans sur Cubase, moi. Je déteste Cubase, mais... mais j'ai travaillé beaucoup là-dessus. Et puis on est passé sur Pro Tools et je suis toujours sur Pro Tools maintenant. Ouais. C'est un chouette parcours en fait. Mais toi, tu vois, c'est vraiment le parcours que je disais au tout début où souvent les parents ils mettent au solfège très tôt et tout ça. Et du coup, t'accroches ou t'accroches pas. Et toi, t'as accroché très vite. Par contre, j'étais décidé, tu sais. Putain, à 8 ans, t'as voulu faire ça, c'est ce que t'as fait. Quoi. C'est incroyable. Eh ben cool. Je crois qu'on peut conclure là-dessus. Eh ben oui, on vous souhaite de bonnes vacances. Voilà, je vous souhaite toujours un bon appétit. Et un bon cocktail aussi, un bon cocktail. On est en vacances là. C'est vrai, profitez bien. Allez, ciao. Salut.